Voici le retour du virus ou le retour d'un virus parti d'Ushuaïa le 1er avril pour une croisière d'expédition dans les eaux de l'Atlantique Sud. Le bateau MV Ondius est devenu le foyer d'un épisode d'antavirus qui a déjà coûté la vie à 3 passagers et contaminé plusieurs membres d'équipage. Une situation qui fait évidemment écho dans nos imaginaires au Diamond Princess en 2020, foyer de Covid, et qui nous interroge sur notre capacité à gérer les crises sanitaires avec une possible multiplication de ces épisodes dans les années à venir. Bonjour Yves Gaudin. Bonjour. Vous êtes virologue, directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez à l'Institut de biologie intégrative de la cellule de l'université Paris-Saclay. C'est pas bien les croisières, hein. Bah, visiblement, non, puisque là, on a quand même eu 2 épisodes, à 5 ans d'intervalle, enfin 6 ans d'intervalle, où des passagers ont été contaminés. Bon, il faut dire que c'est quand même un lieu en matière de contamination du reste de l'humanité. C'est quand même un peu rêvé puisque les gens sont bloqués sur le bateau, donc évidemment ne vont pas pouvoir transmettre la maladie. Mais bon, ça c'est c'est étrange effectivement qu'il y ait eu 2 épisodes comme ça, en début de crise, quoi. Est-ce que l'on connaît la situation sur le bateau? Puisque je ne sais pas s'il y a des médecins à bord, peut-être le savez-vous, Yves Gaudin, mais en tout cas, nous, on ne sait pas précisément ce qui s'y déroule. Alors, le rapport de l'OMS dit qu'il y a un médecin à bord, hein. Il a donc suivi d'ailleurs les passagers malades. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que ça n'a rien à voir avec le coronavirus, hein. Le coronavirus, enfin le SARS-CoV-2, était extrêmement contagieux, ce qui n'est pas le cas de l'hantavirus qui est présent à bord. Et là, à l'heure actuelle, sur ce que j'ai lu jusqu'à hier, il y avait, je crois, que 7 personnes contaminées, 3 décès et 4 personnes qui présentent des symptômes sérieux dont on ne sait pas comment ils vont évoluer, quoi. Bon, mais alors, si mes souvenirs du Covid sont bons, il y a toujours un lien entre la contagiosité d'un virus et sa létalité. Alors absolument, en fait, la létalité, c'est... Alors, il y a 2 choses. Il y a 2 choses, parce qu'en fait, il faut Non, toujours rappeler la différence entre taux de mortalité, où on considère la population globale, et le taux de létalité, où on ne considère les considère personnes que les atteintes. personnes atteintes. Et donc, en fait, là, on est sur un virus qui a un taux de létalité très élevé, mais le taux de mortalité restera très faible, parce que, fort heureusement, ce virus n'a pas une transmission interhumaine efficace, voire quasiment pas de transmission interhumaine. Alors que le Covid, bien qu'ayant un taux de létalité plus faible, était très contagieux, donc on a touché l'ensemble de la planète, donc forcément on a fait beaucoup de morts. Bon, mais on a fait aussi des anticorps. Contre le Covid, oui. Alors que contre l'antavirus, puisqu'il est peu contagieux, j'imagine que l'on a moins d'anticorps. Alors, une fois qu'on est... Le problème de cet hantavirus, encore, il y a 2 types d'hantavirus, et là, c'est un hantavirus dit du Nouveau Monde. Donc, ce sont des hantavirus qui créent des maladies respiratoires, alors qu'en Europe, ce sont des hantavirus qui vont créer des syndromes hémorragiques avec des impacts sur le rein en particulier. Pourquoi antavirus? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, vous me posez une bonne question. Je pense que c'est lié, comme souvent, c'est des virus qui ont dû être identifiés dans des lieux particuliers. Donc là, il y a eu à Antan probablement, dont je ne m'avancerai pas là-dessus. En tout cas, est-ce qu'ils ont une spécificité, Ah ces oui, virus? oui. Alors ils ont une spécificité. Ce sont, alors on va employer les gros mots, ce sont des virus dont le génome est un ARN négatif, de polarité négative, et ils sont segmentés. C'est-à-dire que, à la différence du coronavirus qui n'avait qu'un seul segment d'ARN de polarité positive, c'est-à-dire que directement le génome peut être traduit en protéines, là il y a 3 segments et il va falloir les transcrire, c'est-à-dire faire une molécule d'ARN complémentaire. Donc ce ne sont pas les mêmes mécanismes de réplication. Les hantavirus, d'ailleurs, du point de vue de l'évolution, n'ont aucun lien avec les coronavirus. Ce sont des choses qui sont très très différentes. Et alors donc cet hantavirus-là, on n'a aujourd'hui aucune manière de soigner les personnes qui sont atteintes. Alors il y a une souche d'hantavirus où on a 2-3 Voilà. éléments. Alors effectivement, encore une fois, je vous ai parlé du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde, donc de l'Ancien Monde Europe, hein, essentiellement. Et donc, en fait, l'hantavirus qui circule en Europe, c'est le virus dit de Poumala, hein, qui est porté par les campagnols, dans les populations de campagnols. Et effectivement, l'OMS dit que la ribavirine peut être conseillée. Elle a un effet
je dirais, bénéfique pour les malades. En revanche, pour les hantavirus qui causent des syndromes respiratoires, ceux des Amériques en fait, du sud comme du nord, eh bien, en fait, on n'a pas du tout de médicaments et la ribavirine n'est apparemment pas active. On n'a pas beaucoup de recul, hein. Il y a très très peu de cas annuels, hein. Je veux dire, en 2025, c'est en Europe, c'est à peu près un peu plus de 1800 personnes, je crois, qui ont eu un virus Pumala, avec un taux de décès de l'ordre de 10%, je crois, à peu près. Et aux États-Unis, c'est à peu près 200, un peu plus de 220, 230 cas d'hantavirus qui donnent des syndromes respiratoires et seulement un cas, enfin seulement, et avec un quart de décès. Voilà. Bon, donc on a affaire à une zoonose, puisqu'on a une transmission par l'animal. Le campagnol, ça veut dire que si on est entouré que de souris ou de rats, on n'a rien à craindre. Alors, en Europe, c'est le campagnol qui est l'animal qui transmet la maladie de Pumala. En revanche, aux États-Unis, donc c'est différentes souris, différents rongeurs qui portent cette maladie. Et effectivement, en général, la contamination se fait lorsque on se retrouve dans un environnement qui a été souillé par des rongeurs. Alors, quand on dit souillé, hein, c'est excréments, urine, salive. Ça peut arriver apparemment, certains promeneurs ont pu être contaminés parce qu'ils ont été piqués par des épines en se promenant, qui avaient été apparemment souillés par de l'urine De d'animaux malades. campagnol. Enfin, ça, c'est ce qu'on essaye de comprendre de la contagion. Mais globalement, on a toujours un contact avec des rongeurs. C'est appelé parfois maladie des forestiers parce que souvent au printemps, ils arrivent dans d'anciennes cabanes où ils vont passer quelques jours et ça n'a pas été habité pendant l'hiver. Ça a été peuplé par des rongeurs. Les rongeurs sont atteints de la maladie et en fait, c'est comme ça qu'il y a des transmissions très sporadiques. La transmission interhumaine est extrêmement rare. Elle n'a été observée parce que là aussi, au niveau des hantavirus, donc il y a Pumala en Europe, il y a Séoul en Asie, il y a Sine-Nombré en Amérique du Nord et il y a Andes en Amérique du Sud. Et Andes, il y a un peu de transmission interhumaine, mais très très peu efficace. Mais alors, dites-moi, Yves Gaudin, est-ce que la souris chauve ou la chauve-souris a un alibi? Parce que on l'avait beaucoup accusé, on s'était polarisé autour de la chauve-souris et du pangolin pour le coronavirus. Alors, le pangolin, depuis, a été un petit peu Disculpé? disculpé, oui. C'est effectivement, on sait maintenant que pour le coronavirus, les grands réservoirs pour les coronavirus, ce sont effectivement les chauves-souris. Voilà. À ma connaissance, je ne sais pas si c'est parce que ça appartient à un ordre supérieur hantavirus qui est les bougnats virales. Je ne suis pas certain que la chauve-souris soit impliquée dans le, je dirais, comme réservoir pour les bougnats virales. Mais Mais parce qu'on vantait les mérites du système immunitaire de la chauve-souris. ce qui reste vrai, ce qui reste vrai. Il y a d'ailleurs des équipes à travers le monde, hein, y compris en France, qui s'intéressent au système immunitaire de la chauve-souris, quelles sont ses spécificités, comment les chauves-souris peuvent garder aussi longtemps des virus sans être vraiment malades, et et comment elles peuvent les transmettre par ailleurs. Et le système immunitaire du campagnol, est-ce qu'il va falloir maintenant l'explorer? Alors, il est clair que, vous savez, c'est des maladies qui circulent chez les rongeurs, donc les rongeurs peuvent être mieux armés que nous, parce qu'ils ont été exposés à ça. Donc, petit à petit, leur système immunitaire, en particulier ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est-à-dire toutes les premières défenses un peu généralistes contre les virus, eh bien, a pu s'adapter progressivement contre ces maladies. Chez l'homme, et c'est pour ça qu'on trouve des taux de décès élevés chez les gens qui sont atteints par les hantavirus, on n'a pas été exposé à ces virus, donc on n'a pas développé, notre population n'a pas évolué pour résister à ces virus, quoi. J'ai cru comprendre que vous étiez donc plutôt sceptique sur la transmission interhumaine. Vous pensez qu'elle est très difficile, c'est ça? Parce que sur ce bateau, a priori, elle a eu lieu malgré tout. Alors, elle a eu lieu, a priori, encore qu'il faudra voir vraiment l'historique, hein, c'est ce que voudra voir l'OMS. Apparemment, les 2 premiers patients avaient voyagé en Argentine avant de prendre le bateau. En gros, il faut, on dit, entre 2 et 4 semaines d'incubation, ça peut descendre à 1 semaine. Les premiers symptômes sont apparus 1 semaine après l'embarquement. Il est probable que les 2 premiers patients aient été contaminés avant, voilà, et donc auraient ramené la maladie à bord. Les contaminations suivantes sont probablement dues à des contaminations à bord. Il faut voir que quand même sur un bateau, avec peut-être des circulations d'air,
des lieux un petit peu Ah oui, c'est un confinés peu dans confiné. des petites cabines, etc., il est possible que ça favorise une transmission interhumaine. Mais à ce jour, on n'a pas d'hantavirus qui est efficace en transmission interhumaine. C'est pour ça qu'on a des cas sporadiques. Parfois, on a 3-4 cas simultanément, parce que les personnes ont été exposées simultanément aux mêmes déjections de rongeurs, par exemple. Mais transmission interhumaine très très faible. Donc probabilité de faire une pandémie type Covid très très faible. Fort heureusement, parce qu'encore une fois, ce sont des virus beaucoup plus létaux que le SARS-CoV-2. Yves Gaudin, vous êtes virologue puisque vous travaillez au CNRS, à l'Institut de biologie intégrative de la cellule de l'Université Paris-Saclay. Depuis le Covid, est-ce que vous bénéficiez de plus de moyens? Est-ce que l'on s'est remis à travailler? Je veux dire, est-ce que la puissance publique vous donne les moyens de travailler? Alors, je pense que vous pourrez aller écouter Antoine Petit, PDG du CNRS, qui a parlé devant le Sénat. Il n'y a pas beaucoup plus d'argent dans la recherche française à l'heure actuelle. Je dirais même, ça ne fait que baisser. Selon ce qui se passera l'année prochaine, ça pourrait être pire, on va dire, en fonction de l'évolution des gouvernements. Non, on a quand même... on a les moyens de travailler. Mais parfois, en comparaison à d'autres pays, je dirais les États-Unis nous rattrapent maintenant dans notre médiocrité parfois, mais dans notre médiocrité financière. Mais d'après ce que j'ai compris, la Chine, elle, en revanche, est extrêmement présente dans ce domaine-là, notamment de la biologie. La Chine, effectivement, investit énormément dans la biologie. C'est extrêmement équipé, par exemple, en matière de biologie structurale, c'est-à-dire comment on va déterminer les structures de ces protéines. Maintenant, il y a des nouveaux microscopes électroniques qui coûtent très très cher. La France a longtemps été en retard, même si on commence à être un petit peu équipé. Mais globalement, la Chine a investi énormément, et en biologie structurale, c'est-à-dire, vous savez, on détermine la structure de ces protéines, on va comprendre comment elles interagissent entre elles, comment elles interagissent avec les médicaments. Et ça, c'est vraiment clé, quoi. Voilà, c'était le grand retour des virologues. Merci.